Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT breton. Du haut de ce champ, 25 siècles vous contemplent. Nous sommes sur le site archéologique de Trégouzelles, à l'entrée de la ville de Douarnenez, connu notamment pour son temple romain antique situé juste derrière moi. Il y a quelques jours, des découvertes étonnantes ont été faites ici sur ce site. On va en parler, mais tout de suite, les reportages des rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Démission surprise du maire de Logona-Daoulas dans le Finistère. Hervé Briand a annoncé ce mardi qu'il avait adressé sa lettre au préfet afin d'éviter un possible conflit d'intérêts. L'élu, qui est propriétaire d'un terrain constructible depuis 2011, vient de recevoir un certificat d'urbanisme opérationnel négatif. Hervé Briand a donc déposé un recours auprès du tribunal administratif, le mettant de fait en porte-à-faux vis-à-vis de sa commune. Une cycliste est décédée ce mardi, percutée par un camion de chantier à Séné, dans le Morbihan. Âgée de 20 ans, la jeune femme originaire de Tex-Noyalo circulait sur la piste cyclable lorsque le semi-remorque a serré sur sa droite pour pénétrer sur le chantier. Le test d'alcoolémie du chauffeur s'est montré négatif. La grignoteuse est de retour à Quimper. L'opération de démolition des 4 tours HLM des Oiseaux vient de reprendre. L'appel a pour mission d'avaler les 2 tours encore debout. Les gravats laisseront bientôt place au futur EHPAD à 16 millions d'euros, dont le chantier débutera dès début 2019. Le 4e pont en projet à Lannion serait illégal. C'est en tout cas ce que pense l'association Trégor Bicyclette qui vient d'adresser un recours gracieux à Lannion Trégor Communauté. La raison, le projet n'intègre pas de pistes cyclables telles que l'impose la loi LOR. Joël Lejeune, le président de Lannion Trégor Communauté, se dit ouvert à la discussion. Les entrepreneurs bretons avaient coché la date. Le salon Euronaval a débuté ce mardi à Paris. L'occasion pour la société Texis Marine, amarrée à Saint-Philibert dans le Morbihan, de présenter son tout nouveau monodrone. Léger, ce drone cartographie grâce à une batterie de capteurs les fonds marins dans des zones inaccessibles à l'homme. EDF et le CNRS ont déjà sorti le chéquier pour se l'offrir. Prix de départ, 40 000 €. Ce bloc de béton de 1500 mètres carrés en impose. Situé dans le centre de la commune d'Étel, dans le Morbihan, cette ancienne glacière, avec l'abri du canot de sauvetage, font partie d'un plan de réhabilitation. La glacière a été construite en 1947, puis abandonnée dans les années 90, mais depuis l'année dernière, la mairie d'Étel en est la nouvelle propriétaire. La glacière appartenait à un privé, la commune l'a acquise et de ce fait, aujourd'hui, nous sommes en train de lancer toutes les études et aussi une campagne de dons pour que nous puissions trouver les financements pour, nous l'espérons, couper un cordon en 2021. Cette acquisition de 300 000 € devrait permettre d'accueillir le musée des Tonniers, l'office du tourisme et le grand site du Nerf. Des travaux sont nécessaires, même si l'objectif est de garder l'âme de ce bâtiment. Le musée des Tonniers, on a plein de petites salles, on se croise dans un bateau. Et ici, on retrouve cette atmosphère. Donc, on va essayer de retranscrire l'atmosphère existante sur un autre lieu plus emblématique. Bon, c'est un long travail, c'est un beau challenge. Cette nouvelle vie s'annonce également éco-responsable puisque des hydroliennes et des panneaux solaires devraient alimenter au moins une partie du bâtiment. De l'hydrolien flottant et aussi de la géothermie marine par l'intermédiaire d'un échangeur qui va permettre aussi de climatiser ou de récupérer l'énergie pour chauffer l'hiver le bâtiment. C'était vraiment utiliser ce qu'on avait à proximité comme énergie et donc le courant de l'ARIA. L'hydrolien flottant aura également une vertu pédagogique en étant installé tout près des quais. Alors avant l'inauguration souhaitée en 2021, le rendez-vous est donné du 26 au 28 octobre prochain avec l'événement Glacière en fête. Il permettra de communiquer auprès du grand public sur ce projet maritime et patrimonial. Tout comme ceux des bords de Loire, Kerjan est un château de la Renaissance, mais lui est tout en granit breton puisqu'il se trouve près de Landivisiau. Outre son immense parc de 20 hectares qui regorge de châtaignes à cette période de l'année, ce château cache de nombreux trésors. Ce qui est très particulier à Kerjan, c'est son enceinte fortifiée. La famille Barbier, en fait, a été alliée au duc de Mercœur et a construit une enceinte fortifiée très puissante qui est assez rare puisqu'elle n'a pas été touchée quasiment depuis le XVIe siècle. Des outils numériques permettent aux visiteurs de découvrir seuls le moindre recoin du château.
Et dans la chapelle, on a de très belles sablières, donc c'est des poutres sculptées très hautes. Et pour les voir, c'est toujours compliqué. Donc ce qui a été mis en place, c'est une sorte de lunette qui permettent de pointer des détails, et il y a un écran qui va vous raconter l'histoire de ces détails. Et pour véritablement remonter le temps, on plonge dans les pantoufles du marquis avec les visites guidées intitulées « Une vie de château ». Par exemple, ici, nous sommes dans la salette à manger. C'est ici que les seigneurs mangeaient en petit comité avec leur famille, quelques amis. On découvre aussi qu'ils utilisaient des éléments différents de notre quotidien, des éléments qui y ressemblent et d'autres qui s'en éloignent beaucoup. C'est l'ancêtre de la fourchette. Au premier étage est installée l'exposition temporaire. Cette année, place à la beauté, et l'on y apprend, entre autres, que Kim Kardashian n'a rien inventé. On peut parler d'influenceuses quand on parle par exemple des nobles femmes italiennes qui vont transmettre leurs secrets de beauté par écrit et les diffuser à travers toute l'Europe grâce à l'avancée de l'imprimerie. L'exposition a lieu jusqu'au 4 novembre prochain. Le château est ouvert les après-midi durant les vacances scolaires. Et nous sommes de retour sur le site archéologique de Trégouzelles, à l'entrée de la ville de Douarnenez. Nous avons retrouvé sur place Kelly-Guiane Coteau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du port-musée à Douarnenez, vous êtes féru d'histoire et vous avez participé ces derniers jours à une campagne de prospection géophysique sur ce site. Alors avant qu'on parle des résultats de cette prospection, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est ce site archéologique de Trégouzelles ? Alors c'est effectivement un site antique, un site romain dont les origines remontent au-delà, à l'âge du fer, à l'époque gauloise, et qui est connu depuis la fin du 19e siècle, puisque en 1894, Maurice Alna du Frétet, un illustre archéologue, a fait ici la première fouille. Et la fouille a été ensuite reprise à la fin des années 70, début des années 80, par un archéologue qui s'appelait Michel Clément, et qui a permis de préciser la chronologie du site, qui s'étend vraisemblablement du second siècle avant Jésus-Christ à la fin du 4e siècle après Jésus-Christ. Donc il y a déjà des traces en tout cas qui étaient présentes ici et les prospections ont permis de découvrir autre chose. Avant qu'on en parle justement, comment se sont passées ces prospections avec des nouvelles technologies ? Alors, avec des technologies qu'on connaît depuis déjà un certain nombre d'années, mais qui se sont affinées récemment, effectivement. Nous avons utilisé deux technologies, le magnétomètre, qui permet de mesurer les anomalies du champ magnétique terrestre, et nous avons également utilisé le géoradar, qui, lui, est plus apprécié pour la détection des maçonneries. Bon, alors parlons-en, qu'est-ce qu'on a trouvé sur ce site, ici ? Racontez-nous. Cette magnétométrie nous a permis de localiser 4 zones archéologiques autour du temple qui correspondent vraisemblablement à des périodes différentes, des périodes antiques, des périodes sans doute antérieures, la présence d'une voie romaine qu'on a suivie sur 150 mètres. Et on est dessus. Et là on est à peu près dessus. Sur cette voie romaine, voilà. Vraisemblablement la voie romaine qui va vers le Cap Sizun. Et puis des zones d'enclos qui posent plus de questions qu'un apport de réponses en réalité, mais qui se révèlent tout à fait passionnantes comme problématiques. Justement, qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité pour vous en tant qu'historien de recherche ici sur ce site ? Alors l'idée ici de privilégier cette zone qui avait la particularité d'avoir un site qui était classé monument historique, c'est ce temple romain qui est classé. L'idée de pouvoir convaincre les pouvoirs publics que toute cette zone autour devait être acquise pour en constituer une réserve archéologique s'inscrit dans une perspective de long terme, à la fois de conservation mais aussi d'étude de cette partie de la ville de Douarnenez. Merci beaucoup Kelly-Guiane Coteau. On va justement poursuivre cette découverte de l'Empire romain puisqu'on va aller au port-musée de Douarnenez où se tient en ce moment une exposition consacrée à l'empreinte de Rome sur le littoral breton. Et nous voici à présent au port-musée de Douarnenez où nous avons retrouvé Pierre Gestin. Bonjour. Bonjour. Et vous nous accueillez ici dans cette exposition, l'Empire romain sur le littoral breton. Alors on a quitté le site de Trégouzelles, mais il y a d'autres sites ici en Bretagne qui montrent l'importance de l'héritage romain. Alors en Bretagne, plusieurs, en effet, l'exposition met en valeur plusieurs des objets qui ont été découverts sur ces sites. Et d'ailleurs, la vocation de cette exposition est de montrer les traces et les empreintes que les Romains ont laissées il y a plus de 2000 ans.
Donc vous aurez l'occasion dans cette exposition de découvrir par exemple une statue en marbre de Carrare découverte à Douarnenez, mais aussi des plombs découverts sous la mer à Ploumanac ou encore à Roscoff, des galettes d'étain, entre autres objets particuliers. Ce qui montre qu'il y a vraiment qu'il y a une vraie présence des Romains ici en Bretagne, ce que l'on pouvait peut-être parfois contester. C'est vrai que pendant longtemps, cette présence des Romains n'a pas vraiment été mise en valeur, en tout cas sans doute pas suffisamment. Et cette exposition, parmi d'autres, aide à prendre la réalité, à prendre la mesure de la réalité de la présence des Romains ici en Bretagne pendant plusieurs siècles. Alors il y a, à côté de cette exposition, il y a aussi des animations qui sont organisées pendant les vacances. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot également? Alors en effet, on a essayé de proposer différentes animations qui pourraient plaire aux enfants et aux familles. Donc tous les lundis et les jeudis, nous proposons les 6 travaux d'Hercule à destination des enfants et de leurs parents. Il y en a une autre animation aussi le mercredi. Le mercredi après-midi à 15h, nous accueillons les familles pour une découverte de l'exposition ainsi que des jeux de l'époque gallo-romaine, écriture sur tablette de cire, boulier, etc. Le mardi et le vendredi, nous accueillons des bénévoles, anciens pêcheurs au port-musée pour qu'ils présentent un atelier de ramandage et de matelotage. Donc à la fois le patrimoine antique romain, mais aussi le patrimoine breton actuel autour de la mer. C'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, Pierre Gestin, de nous avoir parlé de cette exposition, l'Empire romain sur le littoral breton, que l'on vous invite à venir découvrir ici, au Port-Musée de Douarnenez. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Très belle soirée sur vos antennes.